Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je me suis tout simplement posé une question, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux être entrepreneur et investisseur, les deux à la fois mais dans cet ordre, ou alors investisseur et entrepreneur, ou encore que investisseur, ou plutôt que entrepreneur, ou bien, question subsidiaire mais néanmoins très intéressante, est-ce que les entrepreneurs sont-ils tous pauvres et les investisseurs sont-ils tous riches? Ou l'inverse. Cette vidéo entière m'a été inspirée par une interview précisément que j'ai vue de Oussama Ammar et, je vais l'avouer tout de suite, je vais utiliser Oussama comme un outil dans cette vidéo. Donc Oussama, si jamais tu regardes la vidéo, c'est avec grand plaisir qu'on fait du contenu ensemble. Déjà, je t'invite, comme ça c'est fait. Et ensuite, voilà, rien de particulier, je vais t'utiliser comme outil et je dois tout de suite te prévenir, je sais qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a quelque chose autour de Oussama d'un peu trouble et je ne vais absolument pas en parler. Je considère que ce n'est pas mon rôle, premièrement. Deuxièmement, je m'en fous. Et troisièmement, moi j'ai une vidéo à faire. Donc si tu veux, on va se concentrer sur ce qui est important parce que j'ai une vidéo à faire, tu as un problème et on va essayer de régler ce problème. Et d'ailleurs, à ce propos, mon but est d'initier une réflexion par rapport à l'argent, au rapport qu'on entretient avec lui et de façon plus profonde, de réfléchir aussi à notre manière de travailler à tous. Donc j'espère que tu vas utiliser l'espace commentaire de façon intelligente, le but c'est d'échanger. Et puis j'ai un message encore pour Ous, s'il te plaît, fais des vidéos un peu moins longues parce qu'il y a certains passages que j'ai cherchés mais j'ai galéré, j'avais absolument pas conscience que tu avais fait autant de contenu. Donc je te le dis tout de suite, j'ai eu beaucoup de travail pour cette vidéo, c'est à cause du temps, des interviews et de tout ce que tu peux faire. Donc merci à toi pour le contenu. Par contre, si tu peux faire un peu plus court, ça m'arrangerait. Sans plus de transition, on va attaquer direct avec les recherches. C'est parti. Donc c'est ici qu'on va passer le plus de temps. C'est ici qu'on va étudier ma question, à savoir qu'est-ce qui est préférable, comme je te l'ai déjà demandé. Est-ce qu'il vaut mieux être un investisseur entrepreneur, un entrepreneur investisseur? Est-ce qu'il faut être qu'un investisseur, qu'un entrepreneur? Est-ce que les entrepreneurs sont tous pauvres? Est-ce que les investisseurs sont tous riches? Avant de répondre à tout ça, on va s'attaquer au cœur du sujet. On va s'attaquer au vrai premier problème, à l'argent. Au fric, au pèse, au flouze. Mais avant de parler de l'argent, on va parler d'un autre premier problème qui vient à notre esprit dès qu'on parle d'argent aujourd'hui sur Internet. C'est un des gros problèmes qu'on a en France, c'est les gens qui ne gagnent pas d'argent et dont le storytelling, c'est j'ai vendu ma boîte. En fait, ça reste des clochards. Donc tout le monde pense qu'ils ont de l'argent alors qu'ils n'en ont pas. Et il n'y a rien de pire dans la vie que les gens pensent que vous avez de l'argent alors que vous n'en avez pas. Ça, c'est perdant-perdant. Vous avez toutes les emmerdes que les gens pensent que vous avez de l'argent et vous n'avez aucun des bénéfices d'en avoir. Tu vois, j'ai pas de vêtements de luxe, j'ai pas d'objets, ma vie entière tient dans une petite valise. Ça gagne combien, hein, Oussama Ammar? Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 € par an, as a family. Et je dois gagner en conférence 200 ou 300 000 de plus par an. Quel est le problème ici? C'est le problème avant tout de l'image. Tu vas, et comme tout le monde aujourd'hui, préférer ou en tout cas déduire avec ton cerveau, si tu vois une personne en Porsche, qu'elle a de l'argent et quelqu'un comme Oussama Ammar qui n'affiche rien, c'est plus compliqué de se dire qu'il a de l'argent. Pourtant, Oussama Ammar, c'est The Family, 800 startups accompagnées, 120 startups en portefeuille pour une valo de 50 millions. Juste pour faire écho à ce que j'ai dit au début, tout le monde blablate sur leurs affaires, mais les blablateurs n'ont pas fait le quart du dixième de ce qu'il a fait. Alors avant de blablater, commence par gagner vraiment du pognon pour qu'on puisse en parler. Bref, on revient à nos affaires. Donc le problème ici, c'est qu'on est face à quelqu'un qui n'affiche rien, un peu comme moi, et dont tu vas devoir déduire ou pas qu'il a de l'argent. Sauf que je t'assure, et comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai fait des recherches dessus, Oussama Ammar, on est sûr qu'il gagne de l'argent avec The Family. Par contre, maintenant, on est sûr aussi qu'il ne met pas de l'argent dans des Porsche et ou dans des voitures de luxe, dans des montres de luxe, etc. Mais c'est là que ça devient intéressant. Finalement, on est tous plus attirés, on a tous préférence à regarder ces personnes qui affichent, mais qu'est-ce qu'elles nous apprennent?
qu'elles mettent 100 000 € dans une voiture et 10 000 € dans une montre. Mais ça ne prouve pas qu'elles ont pour autant de l'argent. Et ça nous pose la vraie question de fond. Qu'est-ce qui est préférable? De paraître riche mais d'être pauvre à la banque ou de paraître pauvre mais d'être riche à la banque? Ce qui nous amène à la question fondamentale. L'argent, c'est quelque chose de vivant. Le problème numéro 1 que les entrepreneurs ont avec l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas la part irrationnelle qu'il y a dans l'argent. Et l'irrationnel, elle est à tous les stades avec l'argent. Les gens me demandent, c'est quoi le bon pricing? Le bon pricing, c'est le pricing auquel vous croyez. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de demander pour la même chose 10 fois plus, et ils le font 10 fois mieux, que vous qui allez faire 10 fois mieux en qualité et vous n'allez pas réussir à facturer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on en est vraiment dans la croyance personnelle. Ici, Oussama Ammar commence en te disant quelque chose de très fort. L'argent est totalement irrationnel. Et ça, je veux que tu te le mettes en tête, c'est extrêmement important. L'irrationalité de l'argent, c'est sûrement le problème numéro 1 de la plupart des gens. Maintenant, on va quand même s'appuyer sur le prix, parce que je vais l'utiliser comme un outil, comme je l'ai dit depuis le départ, et le prix en est la preuve. Qu'il s'agisse du prix payé ou du prix affiché, tout cela découle du même mécanisme. Ce que tu crois et ce qui t'arrive. Ce en quoi nous croyons et ce que nous sommes capables de faire. Ou autrement dit, ce que tu arrives à obtenir comme résultat découle de tes croyances profondes, y compris financières. Donc regarde, on va prendre cet ordi. Et on va prendre celui-là. Ça, c'est un PC. Et ça, c'est un Macintosh. Prix de mon Mac, 3000 balles. Prix de ce PC, strictement le même. Caractéristique tout pareil, 500 €. Donc là, toi qui es derrière l'écran et qui a un PC, tu te dis, attends, ce gars-là, il est assez débile pour mettre 3000 dans un ordi qui a les mêmes caractéristiques que ce PC. Mais pourquoi diantre a-t-il acheté cette chose, celle-ci, et pas celle-là? Eh bien parce qu'en fait, il y a en face de moi quelqu'un qui est convaincu de pouvoir me vendre ce produit-là. Et ce qui est hyper intéressant ici, on ne va pas palabrer du prix, on va palabrer de la réalité, c'est-à-dire de toi. Ce que tu ne sais pas, bien tu ne le sais pas. Donc tant que tu n'as pas vu quelqu'un qui vendait un ordinateur 3000 € et que tu vendais un PC à 500 balles, est-ce qu'à un moment, tu aurais pu t'imaginer la possibilité de vendre ton produit 3 fois le prix? Encore, c'est même pas 3 fois, c'est 6 fois le prix. Mais peut-être pas. Donc ça veut dire qu'au final, derrière tout ça, derrière l'argent, qu'est-ce qui se cache? Il se cache ce que tu oses et ce que tu n'oses pas. Alors j'ai une question pour toi. Pourquoi tu n'oses pas? 2 problèmes. Les pauvres et ceux qui ont eu des parents pauvres. Alors je vais vous dire un truc qui va être très choquant, mais vous avez un problème structurel, c'est que vous avez un référentiel sur l'argent qui a été mal construit par des gens qui n'en avaient pas. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? On n'a pas les bons référentiels en tête. Et quand on n'a pas les bons référentiels en tête, il faut se soigner. Donc, vivez au-dessus de vos moyens. Vivez au-dessus de vos moyens, c'est le meilleur moyen de se soigner de ce genre de problème. Pourquoi? Parce que ça vous donnera le goût de quelque chose qui vous paraissait avant inaccessible, frivole ou intolérable. Le problème que les gens ont quand ils viennent de milieux modestes, c'est qu'ils ont un rapport moral à l'argent, qui est « Ah, mais tu ne vas pas dépenser tant pour une chambre d'hôtel alors qu'on peut avoir moins cher. » Mais ce n'est pas le problème en fait. Il n'y a pas de morale dans l'argent. Dieu merci que les gens qui ont de l'argent en dépensent de façon débile. Ça s'appelle l'économie. Si les biens de luxe et les biens précieux n'existaient pas, il n'y aurait pas de circulation de l'argent. Donc n'ayez pas, il y a une espèce d'approche assez malsaine qui est de dire que quand on a de l'argent, on a un devoir moral vis-à-vis de cet argent. L'étape numéro 1, quand on a de l'argent et qu'on ne sait pas ce qu'est l'argent, c'est de se calibrer. Vous verrez, quand vous aurez fait plein de trucs débiles, vous vous rendez compte que, en fait, ce n'est pas ce qui rend heureux. Mais ce n'est pas grave, ce sera une étape. À ce moment-là, on pourra réfléchir à ce problème-là. Mais passez déjà cette première étape. Si vous avez la chance de venir d'un milieu favorisé, vous avez le problème inverse. C'est que vous avez trop tendance à avoir une valeur trop précise de ce qu'est l'argent et vous avez tendance à vous surévaluer et donc de rater l'opportunité de vous sous-évaluer. C'est perdant dans les deux sens. Le bon côté, c'est que ce n'est pas perdant de la même façon. Quand vous êtes favorisé, vous avez tendance à ne pas trouver votre product market fit parce que vous n'êtes pas capable de faire du gratuit et vous n'êtes pas capable de descendre et de monter.
Alors que quand on vient de milieu modeste, souvent, on a une sorte de barrière mentale. On n'arrive pas à casser le plafond de verre parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire beaucoup plus gros. Mais n'oubliez pas, on apprend toujours par référence. On apprend toujours par ce qu'on voit autour de nous. Fréquenter des gens qui ont passé ces barrières-là. Aller dans des milieux, une des grandes valeurs de The Family et de ce qu'on fait à The Family, c'est de mettre des gens très différents au même endroit pour que leurs différences culturelles s'annihilent. Ici, on comprend quelque chose d'essentiel et d'hyper important. Ta compréhension, ton appréciation de l'argent dépend en réalité de ton éducation et de ta culture. Bon, la culture, on la met de côté, on va en parler plus tard. On va se concentrer sur l'éducation. L'éducation, c'est ta vision. Et ça veut dire quoi? Écoute bien, ça veut dire que si tu es issu d'une famille modeste ou pauvre, eh bien malheureusement, ça touche déjà 80% de la population. Indépendamment de ça, c'est surtout que tu as une vision tronquée de l'argent. Et tu pars avec un handicap, si tu préfères. Du coup, pour te soigner, il faut que tu dépenses de l'argent. Beaucoup. Pour comprendre. De l'autre côté, et c'est là que ça devient intéressant, donc à l'opposé, si tu es issu d'une famille riche, tu as aussi une vision tronquée de l'argent. Mais pas dans le même sens, à l'opposé. Du coup, tu ne perçois pas la valeur qu'il peut y avoir dans les offres gratuites ou tout simplement les propositions plus agressives. Tu sais très bien qu'en poussant le bouchon et tu vas pouvoir obtenir plus, tu as aussi notion que tu peux toujours obtenir plus d'argent et toujours plus que ce qu'on t'en demande ou que tu penses pouvoir en avoir, mais tu n'as pas la conscience de « je rabaisse mon offre ». Et c'est extrêmement intéressant parce que, alors déjà, ça nous montre que nous sommes bien plus conditionnés que ce qu'on peut l'imaginer. Juste un petit parallèle que j'adore faire, prenons l'amour par exemple. En Europe, l'amour est extrêmement shakespearien. L'amour, selon Roméo et Juliette, c'est l'amour que nous partageons tous communément ici en France et plus généralement en Europe. Nous sommes bercés dans l'amour shakespearien, ce qui pourrait aussi être une question que je te pose. Est-ce que tu sais réellement ce que c'est que l'amour? Si l'amour est conditionné par Shakespeare. De la même manière, est-ce que tes croyances sur l'argent sont de vraies croyances puisque ces croyances sont issues de ton éducation et finalement du milieu social dont tu viens ainsi que de ce quoi sont issus tes parents. S'ils sont pauvres, comme je te l'ai dit, tu penseras d'une manière, alors que s'ils sont riches, tu penseras d'une autre manière. Ce qui m'oblige donc à te poser la fameuse question, est-ce que tout ce que tu penses savoir de l'argent est vrai? Est-ce que toutes tes pensées négatives sur l'argent sont justifiées? Ça m'évoque cette fameuse question, tu sais, de ces gens qui me disent « Je préfère être heureux mais pauvre que riche et malheureux. » Mais c'est n'importe quoi. C'est comme si moi je te demandais « Tu préfères choisir quoi entre tes bras et tes jambes ?» Il n'y a pas de réponse à ça. La seule réponse valable, c'est rien. En fait, je garde les deux. Et devine quoi? Les gens riches sont heureux. C'est une croyance, même pas une excuse qu'on se donne pour ne pas agir. Sauf que le problème de se cacher derrière l'inaction, c'est que ce que tu ne sais pas non plus, c'est que c'est pire de ne rien tenter que de faire. Pourquoi? Parce que la somme de tes échecs équivaut à la somme de tes réussites. Je m'égare et je me recentre. Ce que j'essaye de te dire, c'est que il est préférable de tenter de devenir riche et finir pauvre que de ne rien faire et vivre avec des regrets et de l'amertume. Parce que si tu ne fais rien et que tu passes ton temps à critiquer les riches, eh bien devine quoi? Toute ta vie, tu auras cette petite voix dans la tête qui va te dire « mais tu aurais peut-être dû faire ceci, tu aurais peut-être dû tenter cela, et pourquoi pas ceci ou pourquoi pas cela ?» Et c'est comme ça qu'on arrive à ces pensées négatives sur l'argent. Alors, je te pose la question, que représente l'argent pour toi et n'aurais-tu pas intérêt à changer tes croyances? L'argent, ça prend plein de dimensions et ça a une autre dimension, c'est celle des coûts et la façon dont vous dépensez l'argent. Alors, là encore une fois, il y a deux types de gens, il y a les radins et les autres. Bon, les radins, ils ont un avantage de court terme et ils ont un désavantage de long terme. L'avantage de court terme, c'est qu'ils ont plus de chances de survivre. Quand vous créez une boîte, 1 euro, c'est 1 euro. Parce qu'en fait, 7 euros, vous ne savez pas si ce n'est pas l'euro qui va vous tuer, qui va vous manquer. Imaginez que toute boîte, un jour, a été dans une situation où elle n'avait plus que 3 mois de cash. Si l'entrepreneur avait été radin, peut-être que ce n'est pas 3 mois de cash qu'elle aurait, mais 6 mois de cash. Ok? Donc ça, c'est l'avantage comparatif des radins. Classez-vous très honnêtement, est-ce que vous êtes radin ou pas? Si vous êtes radin, voilà le manuel.
votre avantage de court terme s'efface à long terme. Pourquoi? Parce que ce que vous gagnez à économiser au début, vous le perdez à voir qu'en fait, le but du jeu, c'est pas de réduire les coûts, le but du jeu, c'est d'augmenter les revenus. Vous avez deux façons de gagner de l'argent dans la vie. Soit vous dépensez moins, soit vous gagnez plus. Idéalement, vous dépensez moins et vous gagnez plus. Le problème, c'est que quand vous dépensez moins et que vous gagnez beaucoup, il se passe toujours une rupture de justice sociale. C'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans le cœur du sujet. Enfin, on attaque le cœur du sujet. T'inquiète, la vidéo n'est pas finie. Et je vais tout expliquer. Allez, viens. Donc, à partir de là, on va définir ce qu'est l'argent. Et pour ça, j'ai tout préparé au tableau. Et on va commencer par le positif. Puis après, on va voir le négatif. Tu vas voir. Regarde. Tac. Le positif. Donc, petit symbole du positif. Quand tu utilises l'argent positivement, tu vas aller chercher plutôt à créer du revenu, l'augmentation, tu vas rechercher de la croissance, tu vas être dans la recherche, donc toujours dans cette dynamique d'avancée. Ici, un symbole d'infini pour que tu perçoives la chose, la générosité. Quand tu as de l'argent, tu peux être généreux. Je sais que les gens disent plutôt l'inverse, ils le mettent plutôt là-bas, la générosité, parce qu'ils préfèrent se rassurer en se disant que les riches ne sont pas généreux, mais c'est faux. En fait, quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui peut donner. Quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui te donne, ce n'est pas de la générosité, c'est de la stupidité. On ne va pas en débattre ici, ce n'est pas le sujet. Le long terme, alors pourquoi il y a du long terme quand il y a de l'argent? Quand tu as de l'argent et que tu fais en sorte d'avoir toujours plus d'argent, tu peux persister, tu peux te stabiliser dans une position, ce qui n'est pas forcément le cas si tu n'as pas d'argent. Et la vie, elle est longue. Alors la vie de l'entreprise, on parle toujours de notions financières, la vie de l'entreprise va perdurer. Ici, on est plutôt dans le rapport à l'argent américain. Il faut que tu le saches. Culturellement, on n'est pas dans de l'éducation, on est dans la culture du pays dans lequel tu te trouves. Les Américains ont une culture financière relativement élaborée et bien établie. À l'inverse, et je suis obligé de te l'apprendre ici et je suis désolé, tu as un énorme désavantage, tu es né en France et en France on a une culture négativiste de l'argent, c'est comme ça, c'est malheureux. Donc tu as un handicap que je comprends et qui fait qu'on a du mal parfois à se percuter l'un l'autre, mais d'entrée de jeu pour toi l'argent c'est quelque chose de négatif. Donc tu vas avoir la tendance à dire aussi, si tu as deux personnes en face de toi et que tu vois une personne dépensière, tu vas voir ça de façon négative, mais la dépense c'est pas que négatif aussi, puisqu'en fait, bon bref, on va pas commencer à s'étendre. La réduction, donc la réduction des coûts, on a peur, donc on peut avoir peur de l'argent, on peut avoir peur de la dépense, on peut avoir peur de la réduction. On est dans quelque chose de plutôt fixe et de plutôt limité, d'accord? Je l'ai mis un carré pour montrer vraiment le côté encadré de la chose, tu vois, limité, voilà, on ne va pas plus loin que radin. Donc tu vois, encore une fois, cette réduction, je garde, d'accord? Et quand on garde, on a une vie courte, parce que c'est court terme. Tu vas me dire aussi, notion très française, mais non, mais si je garde de l'argent, je ne le dépense pas n'importe comment. Mais non, en fait, le problème, il est justement là. C'est que la dépense, elle est obligatoire et que ce n'est pas parce que tu gardes de l'argent que tu vas survivre. Alors oui, tout de suite, tu vas peut-être vivre un petit peu plus que l'entreprise qui dépense n'importe comment. Mais comme l'argent doit être dépensé pour avancer, intelligemment et pas négativement, bien du coup, tu comprends que ça n'avance pas. Et ici, tu te rends vraiment compte finalement qu'il y a deux extrêmes opposés et qu'on se retrouve finalement dans les deux extrêmes opposés en ignorant tous autant que nous sommes la partie neutre. Alors je rajoute quand même, je vais le mettre ici, on a plutôt la culture américaine, d'accord? Voilà, on va écrire ça comme ça. Ici, on a plutôt la culture française, on va l'écrire comme ça, on l'écrit à l'opposé parce que nous avons une culture opposée et ce n'est pas une question de trouver le juste milieu. Je vais te poser une question tout de suite et te laisser y réfléchir pendant que j'avance. Sois honnête avec toi-même et de quel côté, ou plutôt de quelle extrémité tu te situes dans ce tableau. Quelle est ton extrémité? Parce que tu es forcément dans une de ces deux extrémités et il va falloir te recentrer en travaillant sur toi. Si tu es quelqu'un d'économe, tu es là-bas. Et donc, il va falloir que tu dépenses beaucoup d'argent, que tu te mettes dans une position inconfortable pour apprendre à te recentrer vers le neutre. Et peut-être que tu devras passer par la positivité pour finir au neutre. Et à l'inverse, si tu as une éducation et une culture d'une famille qui a de l'argent, tu te retrouves peut-être de ce côté-là du tableau. Et c'est pas mieux en fait, parce que tu passes à côté, comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, de tout ce qu'il y a autour bien de la gratuité, du don de soi, mais aussi, et c'est le paradoxe, le fait qu'on n'est pas toujours obligé de pousser le bouchon. Ok? Alors,
C'est quoi neutre? Alors c'est très facile, d'accord? L'argent a un usage et donc ça veut dire qu'il a une fonction. Et c'est... Ah mince, ça a fait... attends. Voilà, j'avais bien le truc. Il a une fonction. Usage égale fonction et surtout neutre. Pourquoi? Parce que ça permet les échanges neutres. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Échange neutre. Donc c'est ça qui est hyper important. Mais l'usage et la fonction aussi. Regarde, on va l'imager tout de suite. D'accord? Donc regarde bien. Ça, c'est un couteau. Ça a un usage. Je peux tuer quelqu'un et son usage est négatif. Je tue. Ou alors, je peux faire des plats de cuisine 2 étoiles. Je coupe. Tu vois, c'est le même mouvement. Usage, fonction. Mais du coup, je vais avoir les reconnaissances et pourtant, c'est le même outil. Et le paradoxe, c'est que ça, c'est ça. Alors, l'autre paradoxe, c'est que tout le monde a un couteau. Tout le monde n'a pas beaucoup d'argent. Je le comprends. Et c'est d'ailleurs ce qui crée cette émotion qu'on a avec l'argent et pas avec un outil que finalement tout le monde a. Pourquoi le couteau ne te provoque pas la même émotion que la liasse de billets? Parce que le couteau, quand tu vas chez le voisin, il y en a un. Quand tu vas chez toi, il y en a un. Et que si demain, tu vas au magasin et même si tu veux un couteau à 300 €, quelque part, tu as les moyens de te le payer. Maintenant, la liasse de billets de X milliers d'euros, celle-là, tu l'as pas. Ça crée une distorsion chez toi et tu tombes dans les extrêmes. Ce qui est problématique. Parce que du coup, tu passes à côté de la neutralité, de l'usage et de la fonction et des échanges neutres. Maintenant, je t'explique. Je pose le couteau ici. On se regarde tous les deux. Et moi, j'ai une activité. On va dire que j'ai une société, quelle société je pourrais prendre, qui fait des voitures. Et je construis des belles voitures. Ou plutôt des voitures, non. On va prendre des voitures pour monsieur et madame tout le monde. Pas justement des belles voitures. Et toi, tu as un travail, tu es passionné par ton travail. Mais tu as une qualité que je veux absolument, qui est que tu as cette qualité de pouvoir dessiner et de faire des beaux intérieurs, enfin de faire des belles choses avec tes dessins. Et moi, j'ai besoin de ta qualité pour justement développer mes voitures. Je peux te payer plus cher que ce que tu gagnes, tellement cher que tu vas réfléchir au poste pour rejoindre mon activité. Et ça crée un échange neutre. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te donne beaucoup d'argent pour te dévoyer de ta voie, j'arrive à te ramener dans ma société pour exploiter ton talent et en tirer bénéfice. Et toi, tu gagnes plus d'argent que ce que tu gagnais là où tu étais parce que je t'ai proposé un poste qui t'intéresse. Et cet échange neutre qui a lieu, il faut que tu le comprennes de cette manière. Personne ne sera plus intéressé que moi pour construire les voitures que je construis, mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas besoin de toi et j'ai besoin du coup d'un outil pour venir te faire travailler sur mon projet. Et c'est l'argent. Échange neutre. Et tant que tu te trouves dans ces deux extrémités, eh bien, tu passes à côté de la neutralité de l'argent. Et tant que tu passes à côté de la neutralité de l'argent, tu ne t'en serviras pas correctement, tu ne l'aborderas pas correctement et tu auras des problèmes avec. Donc, il faut que de façon radicale, pour initier du changement dans ta vie, tu arrives à repositionner ton avis sur l'argent sur l'espace qui est neutre. Donc, si tu es économe, dépense énormément d'argent, achète-toi une Porsche. Et si tu es issu d'une éducation financière plus élaborée, tu sais que tu peux pousser le bouchon, mais c'est pas bon, tu passes à côté de toute la valeur et de la gratuité qui peut générer aussi de l'argent. Donc, économise de l'argent, change tes comportements dans les deux cas de façon radicale pour apprendre à te servir de l'argent de façon autre. Je ne laisse pas traîner mes outils ici. Allez, viens, on continue. On vient donc de voir la culture, l'usage et la fonction. Donc maintenant, la question, c'est à quel niveau tu te places? C'est toi seul peux répondre. Quand un entrepreneur apply as a family, je sais immédiatement sur quelle barre il se place vis-à-vis de ces questions-là. Et c'est un sujet de travail de fond de changer. Et pour ça, il n'y a pas de recette miracle, mais prenez ce sujet comme un sujet de « j'ai besoin d'avoir un rapport neutre à l'argent ». Alors, si vous êtes du genre fasciné par l'argent et que vous êtes dans le club de la dopamine, tant mieux. Par exemple, Xavier Niel, quand il est venu à The Family, il a dit « ma vie en tant que businessman, elle est très simple parce que j'aime l'argent. Donc, quand j'en gagne, je suis heureux. Quand j'en perds, je suis malheureux. J'ai pas de problème de est-ce que le sujet me passionne. Moi, je suis passionné par tout ce qui me fait gagner de l'argent. Mais c'est pour ça qu'il est milliardaire. C'est un rêve. Moi, je rêverais d'être comme ça.
Je vous jure, ça simplifie tellement tout. Vous n'avez pas d'espèce de truc où vous avez des rapports complexes, vous voulez machin. Retenez cette règle. Les entrepreneurs ne peuvent pas le faire que pour l'argent, parce que l'argent, c'est neutre. Donc, il y a 1 milliard de façons de gagner de l'argent. Si vous vous dites « je veux faire de l'argent », le problème, c'est que vous allez être paralysé parce qu'il y a tellement de façons de gagner de l'argent que si vous n'avez aucune passion personnelle, vous ne saurez pas comment gagner de l'argent. Maintenant, s'il n'y avait pas d'argent, il y a peu d'entrepreneurs qui le feraient. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'aussi dur et pas avoir une mesure objectivable sur laquelle on peut se comparer avec ses copains et dire « ah, moi j'ai le truc, machin ». On arrive à la conclusion de cette première partie et bien effectivement, comme il le dit, le plus simple, c'est d'arriver finalement à être heureux quand on gagne de l'argent et triste quand on en perd, point à la ligne, et la réflexion s'arrête là. Bon, j'ai conscience que c'est pas aussi simple que ça, puis on est des êtres humains, tu vois. Je crois que les questions, on est tous fait pareil. Ce que tu dois savoir sur l'argent pour corroborer un peu ce qui vient d'être dit, c'est que vois l'argent comme une amante capricieuse ou un amant capricieux, peu importe. En gros, si tu lui cours après, il te tournera le dos et il ne s'intéressera pas à toi parce que tu lui es acquis. Alors qu'à l'inverse, si tu n'en as pas vraiment besoin et que tu es plutôt absent et que c'est toi qui tournes le dos, c'est là où il ou elle viendra vers toi. Ouais, je sais, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Bref, c'était une parenthèse. Revenons au sujet. Là où je le rejoins, et c'est ce que je veux te dire aussi comme message, c'est que le plus simple, c'est que ce soit une passion pour toi ce que tu fais. Parce que si au moins c'est une passion, bien tu dureras dans le temps. Et devine quoi? Quand tu dures dans le temps, en général, tu finis par gagner de l'argent. Là aussi, j'ai quand même une autre parenthèse à ouvrir et un autre conseil à te donner. Sache une chose avec les passions, qu'on ne te dit pas assez. Si tu es passionné et que tu ne gagnes pas d'argent, devine quoi, tu ne continueras pas parce qu'une passion qui rapporte rien, ça fait chier. Pardon pour la vulgarité. Mais à l'inverse, si tu n'es pas passionné et que ça te rapporte un max de pognon, devine quoi, tu finiras par trouver l'intérêt qui se transformera au bout du compte en passion. Ouais, je sais, dit comme ça peut aussi faire râler. Tu te démerdes avec tous mes conseils et tu trouveras ta petite solution. Enfin, je veux dire, la solution la mieux adaptée à ta situation. Bref, conclusion de tout ça, l'argent, il en faut. Et l'ignorer, ça ne te fera pas éviter certains écueils. Et ton objectif, c'est d'éviter ces écueils justement pour t'en sortir. Et on en vient maintenant à la question fatidique, puisque le sujet, c'est quand même l'argent et qu'il en faut. Bien, est-ce qu'il vaut mieux être entrepreneur et c'est la meilleure solution pour avoir de l'argent, ou est-ce qu'il vaut mieux être investisseur et c'est la meilleure solution pour avoir de l'argent? T'as besoin de combien pour vivre par mois? Ça, je sens que j'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Avant, j'étais vachement ouvert là-dessus et tout. J'ai fait la connerie une fois dans ma vie de dire mon salaire. Dans cette vidéo avec Manal, là, cette putain d'extrait là. Ça gagne combien, Oussama Ammar? Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 € par an, as a family. Et je dois gagner en conférence 200 ou 300 000 de plus par an. Et cet extrait, il est partout, donc je ne te donnerai pas ce truc. Disons que je vais te répondre différemment, avec beaucoup d'hypocrisie. Pour vivre correctement, j'ai besoin de beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Et beaucoup moins que ce que je souhaite. Ouais. Non mais je pense que je vois l'extrait dont on parle. En fait, tu t'as demandé ton salaire à The Family. Ouais, exactement. Ouais. J'ai le droit de le dire. Ouais, c'était 250 000 plus 250 000 de conf. Ok, ah oui, donc en fait, tu faisais de l'extra. Donc tu avais 500 000, ok. 500 000 par an, ouais. Tu cramais tout? Ouais, sans problème. T'investissais pas? Non, jamais. Moi, je veux pas investir. T'as pas d'action, t'as pas d'immobilier? J'ai un immobilier de plaisir qui est le domaine d'Ablon qui fait grand bruit en ce moment. Ouais. Non, j'ai pas de. Je suis partisan de n'investir que dans les souvenirs. Ouais. Et si à l'époque t'avais gagné le double, t'aurais investi ou t'aurais... Non, j'aurais dépensé. Mais t'achètes quoi en fait? Qu'est-ce qui te... Ouais, ça va vite. Dans le plaisir dans la vie, si t'es généreux avec les gens que t'aimes, ça va vite. Hein. C'est pas. Enfin, tu vois, j'ai pas de vêtements de luxe, j'ai pas d'objets. Ma vie entière tient dans une petite valise. Je suis heureux qu'il ait fait ça. Merci Oussama. Merci surtout pour ce passage qui est pour moi vraiment, je pense, pour beaucoup de personnes dérangeant. Parce qu'il ne représente pas, il n'est pas le stéréotype que la plupart des gens s'imaginent. Et j'adore ça en fait. J'adore, moi, les personnes contrariantes qui nous poussent à réfléchir. Alors j'ai une question, bien évidemment, pour toi à te poser avant qu'on attaque le vif du sujet. C'est quoi ton chiffre? Combien il te faut pour être riche? Note-le, écris-le,
pense-y fort là, visualise-le dans ta tête. Si ton chiffre n'est pas 10 000 euros par mois, ça ne va pas du tout. Rehausse tes standards, remonte-moi tout ça. Pousse-moi un peu, il faut que ce soit au moins 10 000 euros par mois, sinon tu t'abonnes pas à ma chaîne. Hein. Mais plus sérieusement, tu as le droit d'écrire 5 000 ou d'imaginer qu'avec 5 000 tu serais heureux. Sauf qu'il y a plein de choses que tu n'anticipes pas. D'abord, premièrement, quand tu veux un chiffre, déjà tu peux le doubler ne serait-ce que pour les impôts. Donc en vérité, si tu veux 5 000, en fait il te faut 10 000. Ensuite, deuxièmement, il y a les aléas. Et c'est le fond aussi de ma question. Finalement, on est en train d'arriver doucement au sujet. Parce que si tu gagnes 10 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, c'est de l'argent à gérer. Par exemple, tu peux très bien faire sur un trimestre 3 000, 3 000, 24 000. Ça fait 10 000 euros par mois, lycée sur 3 mois. Mais ce n'est pas régulier. Alors que l'investisseur, lui, aura plus tendance à faire 10 000, 10 000, 10 000 une fois qu'il a atteint ses objectifs. Spécifiquement, les investisseurs qui, comme moi, sont nichés dans les revenus récurrents. Bref, tu m'as compris. Le truc ici, c'est quoi? C'est que finalement, on a quelqu'un, Oussama, qui nous explique avoir 41 666 euros par mois de revenus, 0 euros dans la crypto, 0 euros dans la bourse, 0 euros dans l'immobilier, 0 euros dans les investissements, à tout dépenser. Et finalement, moi, ça m'amène forcément à la question intéressante, mais est-ce que Oussama Ammar est riche? Riche, oui. Bah, dans les standards français, oui, je suis très riche. Ça... C'est vrai? Oui. Mais Oussama dit qu'il est riche. Il répond à Manal en disant « Oui, je suis riche ». Attention, je précise ici que j'ai coupé le passage, mais on reverra plus tard la totalité de la vidéo. Mais est-ce qu'un riche se retrouve à zéro? Est-ce que c'est réellement ça, un riche? Est-ce que tu penses que la richesse, c'est effectivement la situation d'Oussama entrepreneur qui, du jour au lendemain, peut tout perdre? Est-ce que Oussama avait soit d'une quelconque façon possible l'éventualité de faire autrement, ou est-ce que c'est sciemment qu'il a agi de la sorte? Toi, derrière ta caméra, tu vas me dire « j'aurais jamais fait comme ça ». Oui, bien sûr, c'est facile de juger, mais ne juge pas s'il te plaît. Et surtout, est-ce qu'il l'a fait en pleine conscience ou pas? L'argent, c'est une dopamine qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que j'ai jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent apporte, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné, même quand j'en gagne beaucoup. Je vous dédicace à mon banquier d'amour. Tout ceci est pour toi. Moi, j'ai des banquiers qui ont fini en dépression avec moi. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'argent est un outil, mais au moins, je sais que c'est un outil. C'est le minimum que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur. Et il faut faire très attention à vos croyances personnelles. Vos croyances personnelles ont un impact sur votre façon de bouger, sur votre façon de pitcher, sur votre façon de convaincre les gens. Bon, les croyances, on l'a vu. L'argent, on l'a vu. On est dans le sujet. Ça te choque? T'es choqué de le voir comme ça rigoler et annoncer « je dépense tout mon argent ». Le plus fun ici, c'est que cette vidéo, elle est antérieure, donc elle a été faite avant la vidéo que tu vois de l'interview où il dit qu'il a fini à zéro après l'aventure, l'expérience de famille. Je trouve ça exceptionnel, pour moi, je ne le remercierai jamais assez. Il me donne ici une opportunité de te transmettre un message fabuleux. Alors, déjà, je t'arrête direct. Arrête, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je le redis encore ici, arrête les jugements en mode « Ah mais moi j'aurais pas fait comme ça ». Alors déjà, tu n'aurais jamais fait comme ça parce que lui, d'accord, il est actionnaire d'une société qui est évaluée à 50 millions. Alors déjà, tu la fermes, tant que tu n'as pas une valorisation supérieure à 50 millions, tu n'as pas à juger ce mec. Ni toi, ni moi, ni personne. Ça m'agace ces gens qui te font la morale, qui n'ont jamais rien fait, et il y en a beaucoup, et qui en plus se permettent de te donner une opinion. Ah oui mais tu as tort là-dessus, mais tu as fait quoi toi? Rien, donc tais-toi. Bon déjà voilà, respectez-le. C'est d'autant plus respectable que le mec te partage de façon transparente une réalité dont beaucoup de gens ignorent. Et je trouve ça énorme parce que vraiment, c'est fou de voir que on peut même à ce niveau-là tout dépenser. Alors justement, Oussama, c'est un dépensier. Et justement, qu'est-ce que tes parents t'ont toujours dit? Revenons à l'éducation et à la culture. Les dépensiers s'en sortiront toujours mal dans la vie.
Alors que si mon fils ou ma fille, tu es économe, tout ira mieux pour toi. C'est le cœur du sujet de cette partie. Viens, on va au tableau. J'ai des trucs encore à t'expliquer. Et donc, c'est naturellement que je t'amène ici au tableau et je vais commencer par te poser cette première question très simple. Laquelle personne, entre une personne économe et une personne dépensière, a le plus de chances de devenir riche? Laquelle des deux est censée être riche? Alors naturellement, et 80% des gens vont avoir tendance à... si c'était ça, et si c'était elle. Allez, oublie ça, on passe à une deuxième étape et on va un petit peu améliorer la réflexion. Écoute bien. On a toujours deux personnages. Le premier, il est travailleur, il fournit beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de sacrifices. Et le second, c'est un flemmard. Il ne travaille pas beaucoup, il aime prendre du plaisir et il aime kiffer, le bonheur, il aime ça. D'accord? Chacun gagne 1000 € par mois. D'accord? Ils gagnent tous les deux la même chose. Et maintenant, un petit euro par mois. Maintenant, on arrive, enfin toi et moi, on est là, on arrive devant ces deux personnes et on leur dit « Je veux 1 million ». Voilà, je veux 1 million. Donne-moi 1 million d'euros. Qu'est-ce que vont faire chacune de ces personnes? Lui, il va faire quoi à ton avis? Et lui, il va faire quoi? C'est très compliqué parce qu'on n'est pas éduqué, encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est culturel le problème. Mais lui, il va attendre 83 ans. En fait, il va faire quoi? Comme c'est un travailleur, un besogneux, il fournit beaucoup d'efforts et de sacrifices, il va économiser. Logique, ça va avec le profil. Et quand tu dis à un membre de ta famille, je pense à tes enfants, travaille dur, fournit beaucoup d'efforts, fait des sacrifices, tu lui mets ça dans la tête. Parce que tu as vraiment envie de lui mettre ça dans la tête. Je ne suis pas en train de dire à tes gamins qu'il faut que ce soit des flemmards. Mais il va de soi que, comme il est flemmard, lui, il va chercher à faire une opération. J'aurais voulu que ça écrive d'une autre couleur. D'accord? Une opération pour minimiser ses efforts et obtenir son 1 million d'euros. Lequel des deux a le plus de chances d'obtenir le 1 million d'euros rapidement? Si j'ai écrit ici économiser, tu comprends très bien que ici, je fais allusion du coup à mon économe du tableau, enfin de la partie que je t'ai montrée juste avant. D'accord? D'accord? Et ici, je fais allusion au dépensier. Mais par extension, et si on réfléchit 2 secondes, est-ce que je ne pourrais pas écrire finalement ceci et cela? Et est-ce que je ne devrais pas te poser maintenant la question, est-ce que tout ça, l'argent, ce n'est pas finalement qu'une question d'état d'esprit? Et puis, je vais finir par ça, mais encore plus perturbant, est-ce que finalement, pour être riche, il ne faut pas être dépensier? Quand tu as quitté The Family, j'avais 0 € et 0 centimes sur mon compte. Ouais. Ok, donc tu es un peu reparti de... Je suis reparti de 0, ouais. Ouais, parce que t'as pas regretté. Non, c'est pourquoi. Okay. C'était génial, The Family. C'était incroyable. Tu veux dire regretter de ne pas avoir économisé? Ou investi? Ah, ouais. Non, pas du tout. Et t'avais des parts Alors, attention, pour moi, ça, c'est pas de l'investissement. Par exemple, j'achète tous les mois des actions dans des startups, mais je le vois pas comme un investissement. D'abord, c'est pas liquide, c'est pas un truc que je décide, c'est pas de l'épargne. Tu peux pas la sortir. Je peux pas le sortir. Ouais. Donc, je le vois comme une expense et qui, de temps en temps, fait des bonnes surprises. Tu vois, genre, ça revient. Donc, effectivement, à travers The Family, j'étais exposé patrimonialement à 800 startups. Et maintenant qu'on est en procès, tout ça est gelé. Ils ont fait un freezing order sur mes assets et tout. Donc, quand j'ai quitté The Family, moi, je pensais que j'étais actionnaire de 800 boîtes. Et puis après, on s'est tapé dessus. Et on m'a dit, bah non, tout ça, c'est freeze en attendant la fin du procès. Donc, ça va être freeze pendant des années. Bon, bah, c'est pas grave. Et je me suis reconstruit très vite, quoi. 0 € sur son compte, c'est pas grave, je me suis reconstruit très vite. C'est quand la dernière fois que tu as eu l'occasion de réfléchir sur une personne qui gagne 500 000 € par an de revenus? C'est quand la dernière fois que tu as pu avoir ce genre de réflexion sur ce type de profil? Pas souvent, je pense.
Tu imagines à quel point ça doit être dur de passer de 500 000 euros par an à zéro? Je crois que personne ne réalise la chance qu'il a eue de vivre ça. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il dit « J'ai pas envie d'investir ». Définitivement, c'est le maître Yoda de l'entrepreneuriat et moi, je suis le Dark Vador de l'investissement. Et c'est marrant parce que le seul investissement, entre grandes guillemets, qu'il reconnaît avoir fait, c'est celui-là. Par exemple, j'achète tous les mois des actions dans des startups, mais je le vois pas comme un investissement. D'abord, c'est pas liquide, c'est pas un truc que je décide, c'est pas de l'épargne. Tu peux pas la sortir. Je peux pas le sortir. Ouais. Donc je le vois comme une expense et qui de temps en temps fait des bonnes surprises. Tu vois, genre, ça revient. Sauf que, et c'est quasiment certain, je me mets à sa place une seconde et imagine toi aussi, quand tu te retrouves à zéro, t'aimerais que la bonne surprise tombe à pic à ce moment-là. Du coup, j'ai une question qui est liée à la question de tout début de la vidéo. Entrepreneur riche, investisseur pauvre, investisseur riche, entrepreneur pauvre. Bref, qu'est-ce que tu penses, et je lui pose aussi à lui, de toutes ces montagnes émotionnelles? Est-ce que vous êtes riche, Oussama? Riche, oui. Bah, dans les standards français, oui, je suis très riche. Ça... C'est vrai? Oui, oui. Ça gagne combien, Oussama Ammar? Moi, j'ai un salaire de base de 240 000 euros par an à The Family. Et je dois gagner en conférence 200 ou 300 000 de plus par an. Et des bonus aussi? Alors nous, on réinvestit tout notre argent dans The Family et c'est un peu spécial parce que on est au tout début de l'histoire et on croit beaucoup à l'avenir. Donc non, pas de bonus dans The Family. Mais j'ai la chance, moi, de donner des conférences à côté qui payent beaucoup. Mais la majorité de cet argent, de toute façon, on l'investit dans les boîtes de The Family. Donc c'est comme une machine à recycler qui a toujours besoin de capitaux, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle start-up, elle a besoin de capitaux, et les associés de The Family, on est quand même les pourvoyeurs des capitaux du tout début des startups, quoi. Et on vous paye combien pour une conférence? Ça coûte combien en fait d'avoir Oussama Ammar en conférence? Ça coûte 10 000 euros d'avoir Oussama Ammar en conférence. 10 000 euros. Ok. Pour une heure. Pour une heure. C'est plutôt pas mal. Ouais, je trouve pas ça assez cher, moi, mais bon. J'arrive pas à monter mon prix. C'est jamais assez de toute façon. J'arrive pas à monter mon prix, donc le marché a décidé que c'était 10 000 euros. C'est déjà pas mal. C'est jamais assez. Bah, c'est vrai que Barack Obama, je crois que c'est 100 000 euros, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus, c'est 400 000 Barack Obama. 400 000 Donc il y a de la marge. Je suis qu'un 40e d'Obama, quoi. Il y a de la marge là. Pourtant, on a plus de lettres en commun dans notre nom qu'un 40e. Aurait-il pu éviter ces montagnes émotionnelles? Aurait-il eu, à un moment donné, une opportunité de faire différemment? Je ne le sais pas, tu ne le sais pas, mais on va le supposer. Parce que ce qu'on peut supposer, c'est qu'avec un pareil montant de salaire, de façon certaine, il y avait des possibilités. Alors, allons voir ensemble si Oussama Ammar aurait pu agir différemment avec son argent. Donc maintenant, on va partir de son revenu, 500 000 euros, et on va tout simplement voir les autres façons qui auraient pu être une autre gestion qu'il aurait pu adopter. Juste avant que j'aille un petit peu plus loin, j'ai des éléments importants à te dire. Il est bien normal et compréhensible que dans ce revenu annuel, 500 000 euros, il y a le salaire de The Family et les revenus des conférences. Mais ce n'est pas du tout vrai. Enfin, c'est vrai, mais je veux que tu comprennes que je ne peux pas affirmer que c'est du salaire. Ton humble serviteur a fait des recherches et Oussama n'est pas en direct sur le revenu. Holding, montage, c'est logique. En plus des recherches que j'ai pu faire, je vois aussi que les domiciliations évoluent. Donc, je ne vais pas partir de 500 000 euros parce que je suppose qu'on ne peut pas partir de ce montant-là. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va partir de 250 000 euros. Alors tu vas me dire, c'est beaucoup, c'est la moitié, et je suis quand même assez d'accord avec toi, mais je pense que c'est raisonnable et audible de se dire que sur 500 000 euros, il y a 250 000 euros qui sont peut-être de l'impôt, qui ne le sont peut-être pas, mais en tout cas, il y a une part inconnue de fiscalité que je ne peux pas ne pas considérer. Ensuite, pour que Oussama fasse autrement, il faut aussi considérer qu'il ait un comportement financier différent. Donc, aussi, je vais supposer que sur ces 250 000 euros, d'accord,
bien, il y ait 50 000 euros qui soient retirés, qui fassent office de quotidien. Donc en gros, au lieu de dépenser tout l'argent, on partirait du postulat que Oussama ne dépenserait que 50 000 euros pour vivre et utiliserait les 200 000 euros restants pour, attention, je vais dire un gros mot, investir. Alors là, j'ai pris des notes parce que je ne suis pas une machine, n'est-ce pas? Et c'est parti, on a donc très précisément, je vais me mettre à peu près ici. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et je pense que c'est à peu près, on va partir sur 3 scénarios, ok, de ce que Oussama aurait pu faire différemment avec son argent. Premier scénario, Bitcoin. On est le 22 novembre et d'ailleurs, je vais l'écrire tout en haut parce que je pense que ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Le 22 novembre 2019. Ne me demande pas pourquoi j'ai choisi cette date. Ça sera la date où Oussama Hamar aurait pu changer sa vie et prendre un autre chemin. Ce jour-là, Oussama Hamar décide d'acheter du Bitcoin pour la modique somme de 200 000 euros. Donc attends, j'ai mal écrit, on écrit 200 000 euros. Et avec ces 200 000 euros, ce jour-là, on a un Bitcoin à 6 651,65 euros. Il obtient 33 Bitcoin. Et ces 33 Bitcoin, au jour où je fais la vidéo, bien évidemment, peut-être que dans le futur, ça va exploser to the moon, ou alors ça va s'écraser to the floor, mais ça, je ne peux pas le savoir. Mais au moment où je fais la vidéo, si il revend ses Bitcoins, il a 622 123 euros. Donc déjà, tu vois que si Oussama, sur une année ou à un moment de sa vie, avait simplement placé de l'argent, il aurait pu avoir aujourd'hui un résultat différent. Pouvait-il le faire? Assurément oui. L'a-t-il fait? Non. Deuxième scénario. Donc là, on part sur des ETF. Parce que je suis parti sur le CAC 40. Je suis certain que jamais Oussama ne ferait ça. J'en suis certain. Mais c'est plus simple. Et puis je parle de la France. Je pars sur ce principe-là. Même jour, même date, tout pareil. Il achète le même montant, soit 33 ETF, alors ça ne serait pas des ETF, ça serait des parts, on va mettre ça entre guillemets, parce que selon ce que tu achètes, ça se traduit par différentes possibilités, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il aurait eu des revenus que je n'ai pas calculés et à ce jour, il aurait eu un capital, s'il avait dû revendre, de 211 530 euros, plus des revenus que j'évalue difficilement, donc j'ai préféré ne rien mettre, mais voilà. Pouvait-il le faire ? Assurément oui. L'a-t-il fait? Non. Dernière possibilité. Oussama rejoint le dark side et se laisse corrompre et se laisse séduire par le côté obscur de la force. Et en fait, tout simplement pour cette date, j'ai imaginé qu'il achetait des immeubles que j'ai moi-même achetés. Donc ça te permettra un petit peu de connaître mes chiffres, puisqu'en même temps, c'est à peu près la réalité. Donc, il achète, écoute bien, c'est très important, 2 immeubles. Le premier de 440 000 euros moins 150 000 euros d'apport. Le deuxième de 250 000 euros moins 50 000 euros d'apport, soit un total de 200 000 euros, nous sommes d'accord toi et moi. Ces deux achats se traduisent par les revenus suivants, 4 000, donc on va faire dans le même ordre, 4 000 euros plus 1 920 euros, d'accord, total 5 920 euros, à quoi on déduit d'une autre couleur les 1603, tout est dans l'ordre, hein, je vais m'expliquer après, et les 1059 et les 1059 euros, d'accord, ce qui lui laisse un total de 3 258 euros par mois. Juste pour que tu comprennes et qu'on soit très clair, donc 400 000, 4 000, 4 000, 1600. Chaque ligne correspond à chaque fois, en dehors du total, d'accord, correspond à chaque fois finalement aux lignes qui se correspondent. C'est-à-dire que l'immeuble de 440 rapporte 4 000 euros par mois, il a un crédit de 1 600 euros par mois et ça fait le total. C'est très important, écoute bien ce que je vais te dire, je vais le faire ici, j'espère que ça va rentrer, il va falloir que je sois bon. On a d'un côté 3205, oh là là, j'ai mal écrit,
3 258 euros qui nous donne 39 096 euros x 2, d'accord? Et en face, on a 5000, ça c'est les flux, 5920 euros, d'accord? Qui nous donne 71 040 euros par an, d'accord? Ça c'est les revenus annuels. Pendant 2 ans, en novembre 2019, ça nous amène finalement à aujourd'hui en 2022. Donc je compte 2 années d'exploitation. On a donc, on va écrire ici x2 d'une autre couleur. On a ici 78 000 euros 192 qui ont transité sur les comptes. Et en flux, on a 142 080 qui ont transité sur les comptes. Et pour l'immobilier, donc tu ajoutes ces montants. Donc ça, c'est ce qu'il aurait pu dépenser. Ça, c'est ce qu'il aurait eu en flux, d'accord? Et à ça, tu dois ajouter la valeur des biens qu'il aurait gagné. Donc en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que ici, on a très précisément 3 scénarios possibles de ce que Oussama aurait pu faire avec son argent. Premier scénario, prendre du Bitcoin et en retirer une marge. Deuxième scénario, prendre des actions. Bon, il y a eu une chute sur les actions au moment où j'ai fait la vidéo, donc il ne peut pas retirer, il n'aurait pas gagné beaucoup d'argent. Et ou prendre de l'immobilier, où vraisemblablement, il aurait généré en 2 ans quasiment 80 000 euros en plus de la valorisation des biens. Alors c'est pareil, l'immobilier pour l'instant, il n'y a pas eu de crise. Est-ce qu'il aurait pu faire de l'immobilier? Assurément oui. L'a-t-il fait? Non. Maintenant, voyons la suite. Et quelle suite, la famille? Vous n'êtes pas prêts? Le seul que je suis à titre perso, parce qu'il me fait trop marrer, et je sais pas pourquoi, j'ai une affinité pour ce mec, c'est Grant Cardone. Ah oui, immobilier. Ouais, oui. immobilier. Alors que je fais pas d'immobilier, que je n'en ferai pas, je pense pas. Mais tu vois, c'est marrant le pouvoir de l'influence, parce que depuis que je regarde Grant Cardone, de temps en temps, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette quand même. Il a peut-être pas tort, en fait. Alors que j'ai passé 20 ans à me dire, mais jamais de ma vie que je ferais de l'immobilier. C'est ça le pouvoir de l'internet et des mecs, c'est que ils arrivent à changer des croyances très profondes que tu as et faire émerger des nouvelles réflexions, etc. Ah, Grant Cardone, si je suis Dark Vador. Sans contexte, Grant Cardone et Snoke. Mais alors, qui est l'empereur Palpatine? Bon, c'est pas le propos de la vidéo. Donc c'est marrant parce que malgré l'argent que je t'ai montré qu'il n'a pas gagné en n'investissant pas, il reste hésitant. Alors bien évidemment, il n'a pas vu ma vidéo, mais tu comprends ce que je veux dire. Je t'ai construit tout ça pour arriver à ce stade ici précisément. Et c'est marrant parce que on voit que lui-même, son aventure entrepreneuriale, son ascenseur émotionnel lui fait se poser des questions. Et ici, il nous les amène. Comme toi-même, tu as pu te dire, et je t'ai engueulé en te disant de ne pas le juger, que tu n'aurais pas fait comme lui. Sauf que là, tu ressens son hésitation. Tu vois bien que malgré tout, il y a quelque chose qui fait que il a un doute, mais non, il ne veut pas investir. Serait-il quelque chose que nous ne savons pas? Le vrai luxe de l'argent, c'est le confort mental. Ouais. Et le confort mental, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai vu tellement de gens dans mon entourage être stressés de savoir comment ils vont faire à la fin du mois. Est-ce qu'ils vont payer leur loyer ou pas payer leur loyer? Alors, comme tout ex-pauvre, j'ai toujours des moments de culpabilité. Bah, forcément. Vrai? Bah oui. Vous vous sentez coupable de gagner autant d'argent? Bah des fois oui, des fois je me dis bon, pourquoi moi quoi? Enfin c'est normal, je pense que sinon on serait un peu fou, mais. Je complète avec ceci. En fait, j'ai décidé il y a très longtemps que ce que je contrôlais pas n'était pas mon problème. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que le contrôle, c'est entre autres ce sujet hyper important dont personne ne te parle, à savoir que malheureusement, bien, même en investissement, même si tu as cette illusion de sécurité, tu ne contrôles pas ni tes investissements et bien sûr encore moins l'entrepreneuriat comme on l'a vu. C'est intéressant parce qu'on sent qu'il n'a pas l'âme de l'investisseur, mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est justement toute cette vidéo pour t'amener à ce point-là, le problème de l'argent, le problème des revenus, le problème de l'irrégularité, le problème de l'entrepreneur riche ou pauvre et ou de l'investisseur riche ou pauvre, qu'est-ce qu'on doit être ou ne pas être, c'est que Oussama semble connaître une étude que je vais partager avec toi ici, qui fait que en réalité, notre cerveau est une bande passante et les problèmes d'argent le saturent. Et ça, tu dois l'entendre.
Alors, il y a 2 chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. D'accord? Donc, je vais juste te lire les recherches que j'ai faites. Tu les feras toi de ton côté. Donc, le docteur Sendhil Mulhen-Nathan, économiste et professeur de Harvard, et la journaliste Kara Feinberg dans le Harvard Magazine. Si je fais de vous un pauvre du jour au lendemain, vous commencerez probablement à vous comporter comme vous pensez qu'un pauvre se comporte. Si je devais te résumer ce que j'ai trouvé sur ces chercheurs, ça donnerait ceci. L'esprit humain est comparable à une bande passante, laquelle nous permet de faire fonctionner nos facultés intellectuelles et physiques. Le problème, c'est que les soucis matériels y prennent une importance démesurée. Résultat, ce qui ne sert pas à résoudre ces difficultés alimentaires ou monétaires a du mal à se faire une place dans notre réflexion. L'individu pauvre aura alors la plus grande difficulté à penser sur le long terme et aura tendance à faire de mauvais choix, à suivre des raisonnements moins pertinents que celui qui est plus à l'aise, qui n'a pas de contrariété. Alors juste pour t'illustrer l'étude, on a une expérience qui a été menée. Les chercheurs ont fait venir un groupe d'individus riches et un groupe d'individus en situation délicate pour passer un test de QI qui n'exigeait aucune connaissance particulière. Avant ce test, les chercheurs demandaient aux uns et aux autres d'imaginer leur action si leur voiture nécessitait des réparations coûtant 300 $, remboursés seulement pour moitié par les assurances. Si ce cas de figure n'a pas eu d'effet sur le test qui a suivi, la même question avec des réparations réévaluées à 3 000 $ n'a eu aucun impact sur les individus riches, mais a largement décontenancé les pauvres. À l'issue d'un nouveau questionnaire, ils avaient perdu en moyenne 14 points de quotient intellectuel. Ces résultats impliquent des faits qu'on attribue spontanément à des traits de personnalité, impulsivité, caractère, dépensier, mauvaise note à l'école, etc. Alors qu'en réalité, ils ne peuvent être qu'un dérivé de la pauvreté. C'est extrêmement important de comprendre tout ça parce que du coup, si Oussama a connaissance, par exemple, ne serait-ce que de ça, peut-être que les décisions qu'il prend ne sont pas les mêmes. Donc, si je résume, le manque d'argent t'influence au-delà de ce que tu imagines, te pousse à prendre de mauvais choix, de mauvaises décisions, peut même affecter ta faculté de perception de la réalité et, bon, je ne vais pas tout lire, ce serait trop long, impacte directement, finalement, ta vie au quotidien. J'interviens une seconde et très rapidement. Bien évidemment que Oussama Ammar n'avait pas connaissance de l'étude que je suis en train de partager avec toi. Mais chez The Family, il était dans une position où il voyait les réactions des investisseurs face à leur argent placé dans les startups. Rappelle-toi que 800 startups accompagnées, c'est autant de dossiers d'investissement réalisés derrière. Donc même s'il ne connaissait pas, ou peut-être qu'il la connaissait d'ailleurs, cette étude, il en avait la conscience de terrain. Il avait un retour en direct et il voyait les investisseurs réagir face à l'argent qu'ils gagnaient, réagir face à l'argent qu'ils perdaient ou même réagir face à l'argent qu'ils venaient d'investir dont ils avaient besoin mais qu'ils ne pouvaient pas reprendre pour diverses raisons. Donc d'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que Oussama Ammar a une conscience de la situation dont je fais état ici, à savoir que n'importe quel investissement que tu réalises mange de ta bande passante. Donc maintenant, j'arrive à la question finale. Est-ce que Oussama Ammar aurait eu les mêmes résultats là que je vais te montrer dans un instant s'il avait été investisseur? Est-ce que Oussama, investisseur, immobilier, boursier, ETF, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, aurait eu les mêmes résultats que ceux-là? Tu sais, c'est un truc à la con, hein, mais Better Call Saul, par exemple, qui est sold out tous les jours. Ça veut dire que c'est 1 500 € par jour. Bah, c'est déjà pas mal, 1 500 € par jour pour vivre. Attends, mais ça veut dire que tu fais 3 heures de call par jour? Non, parce que j'ai monté le prix, c'est 300 € maintenant. Je fais 5 calls tous les jours. Ça fait 2h30. Et tu les fais tous les jours? Tous les jours, samedi inclus. Et ça te fait combien du coup? Bah, ça fait 1 500 tous les jours. Ok, donc 45 000. Ouais, donc donc ce qui est... Et ça a pris un post LinkedIn de faire ça. Tu sais, quand tu as travaillé pendant des années, bâti ton image, etc., que tu as donné de la valeur aux gens, les gens, ils sont pas cons. Hein. Enfin, les gens m'ont pas cancel de ce point de vue-là. Ah oui. Et ils vont pas me cancel. Je vois bien les messages que j'ai après Better Call Saul. Est-ce que
Oussama Ammar, avec sa bande passante cérébrale saturée par de l'investissement, aurait fait un calendrier qui lui rapporte 45 000 € par mois. Est-ce que l'investissement te rapporte autant que ce que tu imagines? Et évidemment que ma carrière entrepreneuriale n'est pas finie. Je vais construire d'autres choses, mais je vais le faire différemment. La carrière de prendre 5% dans des gens et d'être sur le côté un peu anonyme, et ça c'est fini. Là, moi j'ai envie d'être à 50% dans les boîtes, 100% dans les boîtes. J'ai envie d'être honneur de mes échecs et de mes succès. J'ai envie de décider les choses et que les choses soient exécutées. Et c'est un autre tempo. Ouais, c'est cool, ça me force à gagner plus d'argent. Ça me force à être plus indépendant, d'être plus libre. Et c'est mon énergie de toute façon. C'est mon envie. Donc, qu'est-ce que tu vois, quand les articles sont sortis et tout le monde a dit que j'étais un voleur et tout, j'avais deux choix. Je pouvais être terrassé ou je pouvais me dire, bah vas-y, maintenant, faut gagner sa vie. De toute façon, j'ai pas d'argent sur mon compte. J'ai pas d'investissement passif. J'ai pas d'épargne. Donc, tu vois, j'ai créé mon truc, j'ai embauché mon premier ingénieur, j'ai réappris à coder. J'ai passé des nuits à coder des trucs qui marchaient pas. J'ai demandé de l'aide. J'étais sur les forums. J'ai créé un compte Twitter anonyme pour poser des questions de new buy sur technique. Et puis, quand mon premier truc a marché, j'ai gagné mon premier euro. J'ai eu mon petit pouce de dopamine. Et puis, je me suis dit, en fait, je suis pas si rouillé que ça. Et maintenant, tu vois, dans mon équipe, on tend à être 25 personnes à la fin de l'année. Et tous les gens qui bossent pour moi, ils connaissent le contrat, ils savent qui je suis, ils ont lu les articles. On arrive à la fin de ma réflexion. Et voilà la première question. Est-ce que comme Oussama, en 6 mois, tu t'es monté une équipe autour de toi de 25 personnes qui travaillent sur ton projet? Est-ce que comme Oussama, tu as passé tes nuits à coder, à réapprendre à coder pour réencaisser tes premiers euros? Est-ce que comme Oussama, tu étais dans cette urgence de devoir gagner autant d'argent? Et surtout, est-ce que comme Oussama, tu as quelque part cette capacité à te concentrer focus à 1000% sur une activité sans être parasité par des investissements passifs? Parce que voilà ce que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire en me remémorant cette interview, c'est la chose suivante. Est-ce que Oussama ferait 45 000 € par mois avec un calendrier s'il croisait tous les jours une de ses locataires qui lui demande comment fonctionnent ces radiateurs qui ont été récemment posés après une rénovation juste avant qu'elle s'installe? Oui, c'est du vécu et ça m'est réellement arrivé. Je suis sorti de ma voiture et bref, une locataire est venue me demander de lui expliquer comment marchaient ces nouveaux radiateurs. Et est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que quelqu'un comme lui aurait été capable de faire ses 45 000 € par mois s'il avait ce parasitage dans sa vie? La vérité, c'est que je crois que l'investissement rapporte moins que l'entrepreneuriat. Je crois que c'est l'entrepreneuriat qui rapporte largement plus que l'investissement. Et la preuve, elle est juste ici, réécoute. Bah, ça fait 1500 tous les jours. Ok, donc 45 000. Ouais, donc t'es... Ouais, on est d'accord, 45 000, hein, c'est pas une paille après avoir tout perdu. Et je crois que c'est pas tout blanc ou tout noir. Parce qu'en même temps, on ne peut pas nier tout le raisonnement que je t'ai montré. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de sécurité et le manque d'argent brouille ta bande passante. Alors aussi, et c'est là que je vais te le dire, tu as aussi besoin de rêver et tu as aussi besoin d'être 100% disponible pour tirer le maximum de tes activités et ne pas investir, c'est une hérésie. Parce que comme Oussama, tu prends un énorme risque, mais est-ce que c'est pas ce risque et cette intensité qui fait qu'il arrive à générer pareil montant? Ça, je ne répondrai pas, c'est très interdépendant de chacun d'entre nous. Et je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il te faut et de savoir ce qu'il me faut. Mais par contre, voilà le mot de la fin. Un bon placement, c'est un placement qui ne te demande pas de temps. Un bon investissement ne doit absolument pas nécessiter ta présence. Et oui, c'est possible de le faire en immobilier. Oui, c'est possible de le faire en bourse. Oui, c'est possible de le faire avec les cryptos. Il en va d'abord de ton rapport à l'argent, mais il en va aussi de ton organisation. Je fais allusion à l'investissement. Tout ça doit être organisé pour te permettre de continuer à rêver. Comme moi,
Et Oussama, écoute. Tu vois, j'ai vraiment envie de m'attaquer à des sujets. Là, pour l'instant, je fais un hedge fund de crypto pour gagner de l'argent. Mais moi, cet argent, j'ai pas envie de le gagner pour le lifestyle. J'ai envie de le gagner pour faire des choses vraiment marrantes. Donc peut-être qu'un jour, je lancerai ma compagnie aérienne. Peut-être que je vais faire mon studio de dessin animé. J'ai plein d'idées. Ma collection de maisons de luxe dans le monde. Redorer l'hospitality. Donc je manque pas d'idées, je manque pas d'ambition, machin. Donc c'est juste des questions d'étapes et de cycles. Et je suis très, très, très excité à l'idée de ce cycle de 10 ans qui s'ouvre devant moi. Donc, le cœur de tes activités, le cœur de tout ce que tu dois faire, ça doit être tes rêves. C'est la meilleure des solutions. Et tu dois, on va finir là-dessus, entreprendre comme Oussama Ammar, maître Yoda, et investir comme Dark Vador. Indépendamment de tout ça, rappelle-toi, c'est hyper important. Travaille ton rapport à l'argent. C'est ton rapport à l'argent qui implique tes résultats. Deuxièmement, rappelle-toi de cette fin de deuxième partie qui est essentielle. Un bon placement est un placement dont tu ne dois pas t'occuper. Il m'a fallu 15 ans pour trouver la solution de comment me détacher de mon immobilier. Et ne nous mentons pas, toi et moi, je fais encore des erreurs au bout de 20 ans d'investissement. Mais 15 ans pour trouver la solution qui correspond à de l'entrepreneuriat performant et de l'investissement performant. Je ne pense pas que les entrepreneurs sont tous riches, malheureusement. Je ne pense pas que tous les investisseurs sont riches, malheureusement. Mais je suis certain que les entrepreneurs qui sont aussi investisseurs et qui font ça en ayant conscience de tout ce que je viens de t'expliquer et de te montrer, merci Oussama, eh bien, ne peuvent que réussir. On va finir là-dessus. Tu penses ce que tu veux de lui. Moi, personnellement, je l'aime bien. Dans la description, je te mets sa nouvelle chaîne. Abonne-toi, elle est super sympa. C'est pas ce que tu crois. Perso, j'aime bien. Je suis aussi un fan de ratatouille. J'adore la bouffe et pour moi, un bon resto, il n'y a pas de limite de prix. Je ne te dirai pas combien je paye parce que c'est indécent, mais il n'y a pas de limite. Et crois-moi, les restos, ça peut monter très haut. Enfin, et pour finir, si tu veux apprendre à investir, tu vas sur Immobilier Compagnie. Rejoins le Dark Side, tu verras, c'est sympa, il y a des choses à faire. Je te dis à très bientôt. Ah non, like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!